Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doux. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter le deuxième épisode de la saison 3 de Changer la norme. Je m'appelle Flavie Després et je dirige avec Guillaume Brault Care News, le média des acteurs de l'engagement. J'ai lancé Changer la norme, le podcast, parce que mes deux métiers de journaliste et d'entrepreneur ont créé chez moi le besoin d'en savoir plus sur les femmes et sur les hommes qui se cachent derrière les structures de l'économie sociale et solidaire. Changer la norme interroge celles et ceux que l'on appelle des changemakers, des entrepreneurs de demain ou du futur, des changeurs de monde ou des entrepreneurs sociaux. Dans ce podcast, je leur demande de livrer leur parcours, leurs moments de joie, de galère, de par les chiffres et de par les vrais. Parce que j'en avais assez d'entendre toujours les mêmes storytelling et les mêmes gimmicks, et que pour changer la norme, il faut quand même se dire un peu les choses. Aujourd'hui, je reçois Jacques Allard, le fondateur et dirigeant de EcoCO2. Donnons du sens à l'énergie, c'est le credo de EcoCO2. À une époque où les gens cherchent du sens dans leur vie, dans leur consommation, dans leur travail, la baseline m'intriguait. Et pour ceux qui ont aimé l'épisode dédié à Enercop, vous allez apprendre beaucoup sur le secteur de l'énergie si décrié et sur comment des entrepreneurs comme Jacques aident les particuliers et les entreprises à en faire un usage respectueux. La mission de l'entreprise est de sensibiliser les citoyens et les organisations à la réduction durable de l'impact environnemental. Comme Monsieur Jourdain, et selon ma petite expérience, beaucoup d'entrepreneurs sociaux, Jacques Allard a construit une structure engagée sans le savoir. Ensemble, nous allons parler de son entreprise très particulière, de sa forte croissance, d'entrepreneuriat, d'économie sociale et solidaire et de changer la norme. Bonjour Jacques. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? En pleine forme. Super. Alors, on va parler d'écologie aujourd'hui, de consommation énergétique. Et tu as une entreprise dont je ne connaissais pas l'activité avant de te rencontrer. Tu fais du conseil pour que les gens, les collectivités, les entreprises, enfin pour que tout le monde consomme mieux ou moins de l'énergie. J'ai tout bon ? Extra. Ok. Donc tu diriges EcoCO2, qui est une entreprise qui a une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement ce que fait EcoCO2 concrètement ? On est un acteur de la transition écologique et solidaire et notre spécialité, c'est de s'intéresser aux changements de comportement et non pas aux travaux d'économie d'énergie. Donc vraiment, on est les spécialistes des changements de comportement. Tu fais de l'éducation et du conseil du plus jeune âge vers des très grosses structures aussi ? Exactement. Notre programme phare, on y reviendra peut-être, il s'appelle Wati à l'école. Donc c'est de la sensibilisation aux économies d'eau et d'énergie dans les écoles de la moyenne section de maternelle au CM2. Donc je sais plus ce que tu voulais c'était quoi ta question? Non, ma question c'était pas une question, c'était un postulat, c'était juste pour expliquer. Et donc il y a des programmes de sensibilisation pour les enfants à l'école, mais aussi pour les collectivités. Alors je vais te poser la première vraie question, qui est-ce qui finance une boîte qui incite les gens à moins consommer? C'est un mécanisme qui est alors on va rentrer dans le modèle économique direct. Allez. Donc c'est un mécanisme qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. En fait, si je fais une petite parenthèse pour revenir en arrière, l'idée lors de la création d'EcoCO2, ça s'appelle EcoCO2 parce que en 2009, à l'époque c'était Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient promis à Nicolas Hulot lors des élections présidentielles qu'ils allaient mettre en place une taxe carbone. Et puis la COP 15 à Copenhague a été un échec terrible et ils ont décidé en 2010, donc juste quand on se lançait nous, qu'il y aurait pas de taxe carbone. Mais il y a un mécanisme qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie qui a pris la place de cette contrainte. Et en fait, les certificats, c'est une contrainte qui pèse sur les vendeurs d'énergie, donc que ce soit d'électricité, de gaz, d'essence, etc. Donc aujourd'hui, tous les grands acteurs, les EDF, Engie, Total, ou les plus petits acteurs, comme les vendeurs de fuel, ils sont obligés de ce mécanisme.
Alors obligés, ça veut dire que s'ils ne font rien en termes d'accompagnement des concitoyens ou de leurs clients pour les aider à faire des économies d'énergie, il y a une taxe très importante qui va leur tomber sur le coin de la figure. D'accord, donc ils sont obligés d'avoir un budget qui est dédié à l'éducation autour de ce qu'ils vendent, enfin de leurs produits et de leurs services. Et c'est un montant déterminé ? Alors c'est proportionnel à leur chiffre d'affaires et au caractère polluant de l'énergie qu'ils vendent. Donc le premier obligé de France, c'est celui qui est en monopole sur l'électricité, c'est EDF. Et puis après, c'est plutôt les pétroliers. Donc on va retrouver Total ou les Carrefour via une filiale qui s'appelle Carfuel ou Leclerc, etc. Il y a beaucoup d'agences qui font de l'accompagnement comme ça ? Alors, une petite précision, ce mécanisme des certificats d'économie d'énergie, en très grande majorité, il finance les travaux d'isolation, les changements de chaudière, etc. Donc tout ce qui s'appelle des opérations standardisées, c'est-à-dire a priori, quand tu changes en fonction de la taille de ta maison, si tu viens faire une isolation complète, tu vas avoir tant de certificats qui vont être attribués. Et donc ça représente presque 90% des plusieurs centaines de milliards d'euros dont on parle là sur la grande période. Et les périodes des certificats, c'est 3 ans, c'est tous les 3 ans que c'est renouvelé ou que c'est rediscuté. Et il y a un petit volet qui n'existait presque pas, qui est justement les actions d'accompagnement et de sensibilisation. Et nous, on a été les pionniers sur ce thème au moment entre 2010 et 2012. Et on s'est fait une place là où personne n'y croyait et n'avait envie d'aller. Et c'est ça qui a fait notre différence, c'est que on a pris des risques, j'ai pris des risques, personne voulait nous financer à l'époque. Si on rentre un peu plus dans le détail du modèle économique, en fait, donc cette obligation dont je parlais tout à l'heure pour les vendeurs d'énergie, la pénalité, aujourd'hui, elle est à 15 € du mégawattheure CUMAC. Le mégawattheure CUMAC, c'est la façon de mesurer ces fameux certificats. C'est l'unité du certificat. Ça correspond à des économies d'énergie et le CUMAC, ça veut dire cumulé actualisé. Donc c'est sur la durée de vie de l'opération. Tu changes une chaudière, par exemple, ça va être sur 10 ans d'économie potentielle. Ces opérations standardisées, c'est des règles assez simples. On connaît le prix parce que c'est standardisé, donc on a un volume bien calibré. Par contre, sur les opérations de sensibilisation où nous sommes, l'équation elle est inverse, c'est-à-dire que c'est l'argent que va mettre l'obligé, en l'occurrence un EDF, un Engie, un Total, divisé par un coefficient qui leur donne des certificats. Okay. Et l'autre caractéristique de ce domaine, c'est que c'est un marché qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre acteurs. En fonction de son obligation, si on en produit plus que son obligation, on peut vendre à ceux qui en produisent moins et qui en ont besoin pour éviter la taxe. Donc il y a une bourse d'échange qui est administrée par un acteur qui est mandaté par l'État. Sur cette bourse d'échange, on suit le prix de marché du certificat. Et au début, en 2009-2010 et en 2012, quand on a vraiment démarré dans ce domaine, le prix de marché, il était très inférieur au coefficient, au ratio sur les opérations de sensibilisation. C'est-à-dire que les obligés préféraient soit produire eux-mêmes, soit acheter sur le marché, plutôt que d'acheter des choses plus chères que nous produisions, même si on avait été labellisé par le ministère, sur le démarrage de Wattier à l'école. On aurait pu s'arrêter là, mais il y a quelqu'un attentionné à mon égard du ministère qui m'a expliqué que je pouvais rentrer dans le dispositif des certificats en créant une structure délégatrice de petits obligés. Et donc, me voilà parti avec mes bottes et mon sac à dos rencontrer les vendeurs de fioul un peu partout en France. Alors plutôt les rebelles qui n'étaient pas dans le syndicat qui fédérait tous ces acteurs. Et pour les convaincre de dire, plutôt que de payer la taxe, vous allez moi je vais vous faire une petite cotisation. Je vais récupérer votre obligation et vis-à-vis du ministère, c'est moi qui deviens l'obligé. Et donc, on peut jouer dans la cour des grands
et s'auto-financer. Le risque derrière était un risque de trésorerie, d'engagement, de s'auto-financer pour devenir acteur de ce dispositif. Pour revenir en fait à la création de EcoCO2, parce que c'est un milieu duquel tu viens, parce que c'est quand même très compliqué, donc je pense qu'il fallait quand même connaître et suivre un peu les évolutions législatives pour se lancer. Un petit peu, mais pas tout à fait. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la création d'EcoCO2, c'était moi la taxe carbone. Donc j'étais un bureau d'études spécialisé dans le bilan carbone, et mon idée de départ, c'était j'allais créer la première carte de crédit carbone. Comme on a une carte bancaire, on allait associer à sa carte bancaire, avoir à chaque achat, à chaque troc, on allait créditer ou dépenser, créditer son compte crédit carbone. Mais bon, comme ça n'a pas eu d'écho du tout, il a fallu se rabattre, et là, j'étais pas si spécialiste. Je savais que ça existait, mais j'étais pas si spécialiste de ça. Les gens qui travaillent chez EDF s'y connaissent beaucoup plus que en énergie. En énergie, oui, mais sur ce mécanisme des certificats, c'est quand même un milieu très particulier. Ouais. Alors que tous les particuliers peuvent bénéficier de ce mécanisme, ils le connaissent pas, ou très peu. Quand on me dit il y a des combles avec des travaux à 1 euro, notamment les foyers précaires, si on y reviendra tout à l'heure, on ne sait pas que derrière il y a ce mécanisme des certificats qui permet justement de financer en quasi-totalité ces travaux. On va revenir au démarrage du coup de EcoCO2. Donc tout le monde l'aura compris, tu travaillais chez EDF. Je trouve ça intéressant. Je crois que tu es le premier invité intrapreneur que j'ai, qui a été accompagné par sa structure employeur pour créer sa boîte. Est-ce que tu peux expliquer, mais assez brièvement, ce dispositif chez EDF ou ailleurs? Alors moi, j'ai passé 25 ans chez EDF. 15 ans, j'étais ingénieur, technicien à la recherche et développement. Et puis j'avais de belles équipes. Je suis devenu un des managers de EDF recherche et développement. Et puis il y a eu l'ouverture des marchés et on a créé une entité. J'ai fait partie des 3 fondateurs qui était EDF Business Innovation. Dans EDF Business Innovation, moi, je m'occupais plus particulièrement de l'accompagnement d'intrapreneurs, comme tu le dis. Donc, il y a environ chez EDF une centaine de créations d'entreprises par an. Qui sont donc des entrepreneurs salariés d'une entreprise. C'est pour ça qu'il y a un jeu de mots avec l'intrapreneuriat. Quand je dis création d'entreprise, attends, c'est parce que j'ai encore ouvert une autre porte. Quand je dis création d'entreprise, ça veut dire qu'ils étaient, ils vont monter, ils deviennent électriciens indépendants. D'accord, donc ils quittent l'entreprise pour monter la leur. Okay. Mais pour ça, on s'est dit autour de dans ces 85 qui vont créer soit la pizzeria, soit leur entreprise d'énergie, il y a une quinzaine de pépites qui méritent d'être accompagnées. Et donc, on a mis en place un accompagnement des créateurs d'entreprises. Et en parallèle, on s'est dit aussi, c'est bien de développer de l'activité pour EDF. Et moi, je me suis toujours dit, j'ai envie d'entreprendre, donc je me suis auto-accompagné pour créer ma première entreprise. Mais là, j'ai été rattrapé par la patrouille en me disant non, ça c'est trop stratégique pour EDF, donc tu vas le faire en intrapreneur. Et donc, j'ai fait 2 premières expériences, une qui s'appelle Edelia, l'autre qui s'appelle Captelia, dans le domaine du solaire et des téléservices. Là, c'était pas mon argent, c'était l'argent d'EDF, mais j'ai fait 2 créations d'entreprises en 10 ans. Donc, je me suis rodé un peu à manager, mettre en place, faire émerger de nouvelles activités. Pour qu'on comprenne, chez EDF, mais aussi dans beaucoup de grands groupes, en fait, il y a une possibilité en interne d'être toujours salarié, mais de travailler sur un projet différent de création d'entreprise. Mais alors, est-ce que, sans vouloir rentrer dans trop de détails, mais déjà, c'est quoi l'intérêt pour eux, en fait, d'accompagner les personnes à partir, si ce n'est qu'ils développent un marché, j'imagine, où ils vont devenir soit clients, soit prestataires. Et du coup, comment ça se passe? T'es payé par EDF, mais t'as combien de temps pour partir? Toi, si t'as quelques détails que les gens comprennent concrètement. Alors, attention, il faut séparer la création d'une filiale, qui est une activité nouvelle, isolée. Non, là, je parlais vraiment de toi, ce que tu as fait. Parce qu'en fait, les gens... Alors, on n'est pas payé. Si tu prends le risque de créer ta propre entreprise, t'es accompagné. D'accord. Tu peux avoir, et moi c'est mon cas, j'ai eu 10 000 euros
d'accompagnement. Donc une subvention, quelque chose. Oui, comme tu vas voir un investisseur, où tu vas faire une levée de fonds. Donc j'ai 10 000 euros et la faculté d'avoir non pas une rupture de ton contrat de travail, mais une mise en sommeil. C'est même une obligation qui pèse sur toutes les entreprises. Tu dois accompagner un salarié qui a envie de créer son entreprise. Sauf que là, à l'époque, je sais pas si c'est encore toujours vrai, c'était poussé jusqu'au maximum et tu avais 1 an où tu avais le droit de te tromper et de revenir. C'est quand même assez favorable. Oui. Bon, évidemment, t'es pas payé, tu pars un peu avec du risque, mais tu peux retrouver ton salaire derrière. Est-ce que tu l'aurais fait s'il n'y avait pas eu ça ? Non, parce que je pense que moi j'avais 50 ans, j'avais des enfants encore à charge. Ce qui m'a décidé, c'est ma fille, la seconde de mes 3 enfants, qui m'a dit arrête d'en parler, vas-y. Et voilà, donc ça a été le point de départ. Après, c'est une sécurité, mais c'est pas ça qui te motive au jour le jour. Même quand j'ai décidé de continuer, on était en pleine phase, on n'avait pas encore le modèle établi. Mais ce qui m'a décidé au moment de dire je romps le cordon, quelque part, c'était c'est tellement plus plaisant de mener sa propre aventure que de la mener de façon interposée pour un grand groupe. Surtout si je te racontais la raison pour laquelle j'ai arrêté mes activités précédentes dans les 2 filiales. Mais ça, c'est un autre sujet. Et on y reviendra si on a le temps. Et en parlant de cette aventure, toi, tu pars accompagné par EDF. Tu nous as raconté le début. Et aujourd'hui, c'est quoi le paysage financier d'EcoCE2 ? Donc, ça fait 10 ans. Tu as un chiffre d'affaires qui augmente chaque année, j'ai vu, de manière enviable pour tout entrepreneur. Alors, c'est 4 ans de galère, ou même 5 ans. Non, 4 ans de galère. Et puis, depuis 2014, donc ça fait 6 ans, une pleine croissance. On parle même d'hyper-croissance. En 2019, on a été classé 12e PME de France en termes de croissance. On avait 145% de croissance moyenne sur 4 ans. Ça donne quoi comme chiffre d'affaires ? Alors, on était à 3,5 millions en 2018 et là, on vient de faire 5,5 millions et on fera 10 millions cette année en 2020. Ah oui, c'est exponentiel. Et on était moins de 20 il y a 2 ans, on est 60 là au jour d'aujourd'hui, à mi-janvier, et on sera un peu moins de 100 à la fin de l'année. Pour qu'on finisse sur l'aspect financier, commercial, donc j'ai 2 questions, mais qui viennent sans doute de ma naïveté devant ce marché que je ne connais pas. C'est quelle est sa taille ? C'est-à-dire que dans les entreprises de l'ESS, souvent le danger, c'est que soit on dépend d'une législation qui peut changer du jour au lendemain et que notre activité, elle est mise en péril par ça. Ensuite, il y a aussi la fragilité, pareil, des subventions ou des taxes obligatoires. Et enfin, comme le but du jeu, c'est de réduire la consommation, est-ce que dans un monde idéal, dans quelques années, mais c'est peut-être des dizaines d'années, le jour où toute la consommation, elle sera optimisée, comment est-ce que c'est une entreprise qui peut perdurer ? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. La première, c'est le volet législatif. Voilà. Sur le volet législatif, les certificats d'économie d'énergie, ça marche par période triennale. Là, on est en train à la fin de l'année, ça sera la fin de la 4e période. Et déjà, d'un point de vue législatif, la 5e et la 6e sont actées. Donc, il y a au moins 6 ans de plus de cette année, donc ça donne un peu de visibilité. Maintenant, ce qui est discuté, c'est le montant des obligations exactes, donc le périmètre, le volume. Mais c'est colossal par rapport à ce qu'on fait nous. Donc de ce point de vue-là, je peux rassurer des investisseurs qui voudraient nous rejoindre, il n'y a pas de problème de pérennité. Après, sur notre activité et l'intérêt, si on touchait tout le monde. Aujourd'hui, si on donne quelques chiffres, notre programme dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Wati à l'école, à date, on est à 150 000 enfants sensibilisés. Est-ce que tu peux, mais vraiment en une phrase, parce que pour ceux qui n'ont pas de gosses à l'école, expliquer.
En fait, on intervient, et c'est souvent, quand je dis nous, c'est comme un modèle de franchise. On s'appuie sur des associations qui ont pignon sur rue, localement. On signe une convention avec la collectivité, la mairie ou la communauté de communes, qui souhaite et qui a envie de développer cette sensibilisation dans les écoles. Donc, c'est quelques ateliers par an, dans toutes les classes d'une école. Donc, on vient parler du réchauffement et de la planète et des émissions de gaz à effet de serre, des énergies renouvelables versus les énergies polluantes. Et puis ensuite, quels sont les éco-gestes que les enfants peuvent faire. Et ils deviennent les ambassadeurs auprès de leur famille, frères, sœurs, parents, pour faire un peu la police derrière et faire en sorte que tout se passe bien et que y ait des économies d'énergie. Alors, est-ce qu'on tend en quelques années à ce que tout le monde fasse ça et que on n'ait plus besoin de faire d'économies? Non. Malheureusement, tu vois la pauvre Greta Thunberg, ce qui lui arrive et comment elle est reçue par les politiques partout où elle va essayer de tirer le signal d'alarme. Je pense qu'il y a encore des résistances tellement fortes que ça mettra des années et des années. Et donc, nous, si on regarde Poitiers à l'école, on est à 250 000, 200 000 à la fin de l'année scolaire. Il faudrait en toucher 7 ou 8 millions. Donc il faut un peu de marge. Il y a de quoi faire. J'ai 2 questions sur l'impact. Comment est-ce que on mesure l'impact d'une boîte parce que il faut aller voir sur le site pour comprendre. On n'a pas tellement de temps de rentrer dans les détails, mais si les gens ont des enfants, ils doivent voir, et même c'est très clair sur le site. C'est vraiment des supports, des outils digitaux pour aider. Comment est-ce qu'on mesure l'impact des économies réalisées indirectement avec les programmes de Éco-CO2? Alors on a à chaque fois le deuxième volet. Nous, c'est tout ce qui est autour de la sensibilisation, donc des comportements, et le deuxième volet, c'est la data. Nous, tout ce que nous faisons, on essaye d'en mesurer l'impact. Donc par exemple, sur Poitiers à l'école, on distribue un kit qui est deux mousseurs, 2 aérateurs qu'on met dans les robinets, et on livre avec ça un débitmètre qui est un sac plastique recyclable, on essaye de pas jeter, etc. Mais où on fait couler l'eau avant de changer ces mousseurs dans les robinets, après, pour que les enfants mesurent les économies potentielles à chaque fois qu'ils vont prendre une douche, un bain, etc. Et ensuite, on additionne ça, on comptabilise tout ça. Et pour aller plus loin, on a mis aussi un panel de parents d'élèves volontaires qui acceptent qu'on instrumente leur compteur d'énergie. Et on vient regarder avant, après, la baisse correspondante. Et c'est ça qu'on remonte aussi au ministère pour justifier de la pertinence de nos actions. On va avancer vers un autre volet. C'est que donc Éco-CO2, c'est Inesus. Oui. Donc une entreprise solidaire d'utilité sociale. Pourquoi avoir fait le choix de s'inscrire dans l'ESS ? Moi, j'étais un peu comme Monsieur Jourdain avec la prose, et moi avec l'ESS, c'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est quand Éco-CO2 a commencé à bien fonctionner, que la Direct Île-de-France, que la CCI Nanterre sont venus nous voir. On est en Île-de-France, mais on est partout en France aussi. J'ai la moitié de mes salariés qui sont ailleurs qu'au siège. Et ils sont venus nous dire, mais pourquoi vous n'êtes pas ESS ? Et donc, mais c'est quoi ? Moi, je savais pas vraiment ce que c'était. Je l'avoue. C'est pas grave, on pardonne. Mais on le faisait. Et ils nous ont dit, nous, on aimerait bien que on ait des SAS, parce que nous, on est une société anonyme, on n'est pas une association. On n'est pas dans l'insertion. Mais on a un impact écologique évident et on a des valeurs humaines. On travaille beaucoup avec les associations qui sont nos partenaires pour le déploiement de nos programmes. Donc, je me suis laissé convaincre. Et on a même accéléré les choses. Alors ça se concrétise en quoi chez nous, l'ESS ? D'abord, les salariés sont devenus actionnaires. Ils ont plus de 10% du capital. Et ils sont complètement associés aux décisions. Donc on a mis en place un comité de gouvernance démocratique qui se réunit régulièrement, et tous les ans on fait un bilan des orientations qu'on avait choisies, des réussites, de ce qu'il faut faire ou moins bien faire, etc. Il y a évidemment une égalité homme-femme, non seulement dans les salaires, c'est 0,5% la différence sur les 60 dont je parlais tout à l'heure, mais on doit être aujourd'hui, on est 60 et on doit être 28 et 32 entre hommes et femmes, l'avantage des femmes comme pour les salaires d'ailleurs. Et
on est assez attractif de ce point de vue-là. On essaye de vivre. Les gens qui rejoignent EcoCO2 sont des gens qui recherchent du sens dans leur carrière, du sens dans l'évolution. C'est soit des jeunes, soit des gens qui ont eu quelques aléas et qui ont envie aussi de retrouver du sens. C'est assez facile chez nous. C'est plutôt des gens qui viennent du secteur de l'énergie, non, pas du du conseil. Tout. Non. C'est un peu vraiment, c'est des jeunes plutôt écolos, hein, je l'avoue, sauf mes développeurs informatiques qui sont un peu moins. Ah, quoi que maintenant on parle beaucoup de green, de numérique vert. Ouais, c'est pas encore, on n'est pas encore assez attractif. La prochaine fois. Mais oui, il y a, enfin, cette quête de sens est essentielle. Une petite anecdote, on a fait là l'été dernier, on a réuni l'ensemble des associations qui interviennent pour nous, qui nous voyaient un peu comme un peu des prédateurs, hein, une ESA qui vit sur leur dos, etc. Et quand on a pu les faire venir dans nos locaux, partager, expliquer de l'expérience, etc., bah, ils se sont dit « Ah, mais vous êtes comme nous !» Et donc, ça a un peu brisé la glace. Et je pense que c'est ça l'étape d'après, c'est que on devienne on est de profils et d'orientations diverses, mais que on puisse le réussir aussi avec nos partenaires et que, bah, comme ça, on grossisse et on se développe encore plus. Quel est ton regard sur le secteur énergie dans l'ESS? Parce que donc tu travailles avec des gros groupes ou des plus moyens, si j'ai compris, c'est plutôt ton marché à toi, et des associations locales, donc pas forcément, enfin de taille, j'imagine, variée. Est-ce que tu connais beaucoup d'acteurs dans l'ESS qui travaillent sur la question de l'énergie? Est-ce qu'on voit beaucoup se développer des boîtes de nouvelles énergies ou de gens qui travaillent comme toi sur l'impact énergétique? Est-ce que tu as vu des changements, j'imagine, ces dernières années? Bah, il y en a quelques-uns comme nous, mais très peu finalement. Hein, bon, il y a bien sûr Enercop, hein, qui il y a un épisode du podcast qui est dédié, d'ailleurs, si les gens veulent y retourner, c'est hyper intéressant. Il faut y aller, c'est hyper intéressant et ça reste, et c'est un acteur, mais il est malheureusement encore très petit. L'ouverture des marchés, moi qui viens d'EDF, EDF est encore, enfin c'est un oligopole, quoi. Donc il y a une petite part qui est ouverte, mais bah, j'encourage tout le monde à aller chez Enercop ou d'autres acteurs qui sont pas forcément ESS mais assez ouverts. Et les grands groupes, bah, ils font attention. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui, je sais pas, je vois par exemple la patronne d'Engie, quelqu'un d'intéressant. D'abord elle est très proche des femmes sur le côté scientifique, sur le côté entrepreneurial, etc. Et moi j'ai eu la chance de la rencontrer. Et la première des choses qu'elle m'a dit, c'est on va essayer de mener des partenariats, mais surtout il faut qu'on fasse attention à vous et qu'on soit pas des prédateurs. Hein, elle m'a marqué, je l'ai vue à une conférence et elle a dit, et c'est quelque chose que j'avais pas entendu ouvertement beaucoup, elle a dit, voilà, nous, dans nos KPI, donc nos indicateurs, on a le nombre de candidatures spontanées qu'on reçoit. Et le jour où le nombre a diminué, on s'est dit qu'il fallait changer. Et en fait, c'est la réalité, ça va avec tous ces jeunes en école de commerce ou d'ingénieurs qui refusent de travailler pour des groupes polluants, etc. Et je trouvais ça, non pas courageux, parce qu'on va pas, c'est pas à moi de juger ça, mais j'ai noté que c'était quand même, c'était pas juste les gens ils veulent du sens, c'était bah là, nous, le jour où c'est arrivé, donc elle a avoué une faiblesse de la boîte, on s'est aperçu qu'il fallait changer. Et j'avais trouvé ça intéressant comme angle. Mais ma raison de partir d'EDF était le modèle inverse. Hein. C'était une horreur, quoi. C'était les financiers qui essayaient de reprendre la main sur les techniciens, parce que avant c'était les ingénieurs du nucléaire qui pilotaient un peu la boîte. Et moi, c'est quand ça a commencé à bien fonctionner, les filiales que j'ai créées, que on m'a dit, bah stop, c'est pas possible. Et donc là, j'ai compris que c'était pas possible de réussir. Voilà. T'allais plus t'épanouir autant. Exactement. Bon, mais maintenant tout va bien. Et maintenant tout va bien. Mais oui, c'est merveilleux l'entrepreneuriat. Et j'ai une équipe extraordinaire et on a parlé plus ensemble d'aventure. Et c'est vraiment une aventure. Je sais pas si tout le monde sait, en France, on appelle les financeurs des startups le capital risque. Mais aux États-Unis, ça s'appelle le venture capital. Et donc, on dit tout. Merci Jacques, on va passer aux questions finales.
Avant de Déjà, déborder déjà, mais oui. Le temps passe vite quand on parle de choses intéressantes. T'es familier du principe, il faut répondre rapidement en une phrase. Et pas la première personne, si j'ai bien suivi. Voilà, exactement, bravo. C'est bien, je vais faire enregistrer les règles par les invités maintenant. Quelle est la raison d'être de EcoCO2 ? Contribuer à la transition écologique et solidaire par la sensibilisation des consommateurs et le développement des outils digitaux. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Monsieur Castaner, ministre de l'Éducation nationale, pour que on fasse pas 200 000 enfants, mais qu'on en fasse 7 millions. Et que le risque, c'est que ça nous échappe. Mais moi, ça ne me dérangerait pas que ça nous échappe, que ça soit dans les programmes de l'Éducation nationale. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Moi, j'aimerais qu'il y ait une taxe ou une loi qui impose que quand on fait des travaux ou quand on achète un équipement qui soit énergétique ou que ça soit sa voiture, on accompagne les gens, on les aide à la première prise en main. Parce que c'est dans les premières heures que va se décider l'usage de ces équipements ou de cette nouvelle maison. La patronne ou le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être ? Je voudrais pas être patron du CAC 40. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? Alors là, c'est terrible cette question. C'est terrible. C'est ma préférée. Et c'est ta préférée, donc j'espère que je n'ai pas de prix, mais j'espère surtout que je ne serai jamais confronté à une telle question. Merci beaucoup, Jacques. Merci Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.